Alors la Peugeot 208, elle obtient une amélioration d'autonomie. Pour garder l'avantage dans le segment, la Peugeot 208 et Opel Corsa se mettent à jour et annoncent plus d'autonomie. 430 km. Oh, à d'autres. Hein. 430 km avec 51 même kWh utile. Oui, bon, ouais, faut pas y croire. Hein. Ah non, hein. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Hein. Connectée à la machine électrique M3 de e-Motors, elle permet à la citadine de revendiquer au mieux 433 km de LTP. Cependant, cette amélioration n'est pas une nouveauté, comme nous l'avions estimé lors du super test. La Peugeot 208 restylée embarque depuis ses débuts cette batterie, jusqu'alors officiellement réservée aux différents SUV, Junior, Jeep Avenger ou Peugeot i308. Voilà qui explique donc le très faible écart enregistré à l'époque entre la valeur WLTP homologuée et celle que nous avons calculée sur le terrain. Désormais, la différence serait de 19% dans les conditions de délaissé, soit très exactement ce que nous avons enregistré sur i308 et i3008. Avec ces améliorations, les deux cousines veulent davantage creuser l'écart sur la R5 e-Tech. Et c'est surtout le cas avec la 208 qui annonce officiellement son autonomie supérieure, qui s'observe dans le monde réel en mesurant les deux voitures dans des conditions identiques. Mais on peut aussi penser que Peugeot prépare le terrain avant de lancer la i208 GTI, qui devra nécessairement adopter la batterie de 51 kWh pour atteindre les 280 chevaux, comme l'a annoncé Epsilon. Alors pour Opel, la stratégie est différente puisque seuls de menus retouches ont été apportés à la batterie de 48,1 kWh de capacité nette. On apprend ainsi que la chimie des cellules FDB a été modifié et que le rendement a été revu. Sans plus de précision technique, Opel indique désormais une consommation homologuée de 14,2 kWh au 100 pour une autonomie maximale de 429 km. On est presque au final... Alors avec 3 kWh de moins, on est presque au niveau de la i208. Non mais qui croit à ça? Enfin, moi non. À un moment donné, Stellantis va falloir arrêter de nous prendre pour des jambons hein, quand même. Je vous mets au défi de me faire 430 km sur une charge. Alors, hors été, peut-être que oui, l'été, ils y arriveront. Mais, genre printemps, automne, hiver, vous y arriverez pas. Hein. Franchement, ou alors, faut vraiment faire sans chauffage et conduite à fond. Mais, c'est des chiffres un peu trompeurs. Hein. Franchement, là, en réel, c'est plutôt 340, 350, hein, pas 430. Hein. Faut pas compter là-dessus, hein, quand même. Hein. Quel est votre avis? Alors, il a réalisé près de 600 000 km à Ioniq 5. Hyundai lui fait un cadeau, apparemment. Ah oui, 666 000 km, soit presque équivalent d'un aller-retour sur la Lune. La marque lui a offert une batterie neuve. Oh bah ça c'est beau ça. Ah beau cadeau. Alors pourquoi c'est marqué 580 000 km alors dans le titre? Je comprends pas tout là. Alors, ils mettent dans l'article 666 000. Bah c'est bizarre. Bon, voyons. 16 656 km par mois il fait. Au pays du matin calme, le propriétaire d'une Ioniq 5 a parcouru 580 000 km avant que sa batterie ne le lâche. Aujourd'hui, la batterie a changé. Son quota ah oui, d'accord, ok. Affiche même 666 000 km. Il possède sa voiture électrique depuis exactement 3 ans et 4 mois, ce qui fait une moyenne de 16 000 km par mois et 550 km par jour depuis l'acquisition du modèle. Il est rare d'atteindre un kilométrage aussi élevé en si peu de temps. Alors, ça doit être un chauffeur taxi VTC, hein, sûrement, c'est obligatoire là. On ne sait pas de quelle version il s'agit, mais c'est dans tous les cas une prouesse rarissime. C'est probablement la Hyundai Ioniq 5 qui a parcouru le plus de kilomètres au monde, à tel point que la marque a décidé d'offrir à son propriétaire une nouvelle batterie. Et cela alors que la firme sud-coréenne ne garantit normalement son pack que sur une période de 8 à 10 ans, avec un plafond de 160 000 km qu'il a largement dépassé. Une exception à la règle, pour une prouesse exceptionnelle, mais ce n'est pas si étonnant que ça. C'est bien sûr un joli coup de communication pour le constructeur sud-coréen. Oui, mais alors attendez, parce que les gens ils vont se dire ouais, mais au final, attends, moi je veux aussi... j'ai fait presque le même nombre de kilomètres, je veux aussi ma batterie gratos du coup. Attention, on va pas jouer à ça, hein, parce que ça pourrait vous amener des problèmes. Ils vont tous se dire, mais attends, pourquoi ils changent gratuitement et moi j'aurais pas le droit, quoi? C'est quoi ce bordel? Attention que ça fasse pas l'effet inverse, mine de rien. Mais bon, c'est sympa pour lui, hein. Le mec il a tout gagné en fait. Déjà qu'il fait des économies d'essence à fond. Et en plus on lui change sa batterie, on lui refout une neuve. Bon bah, il est reparti pour plusieurs années encore à rouler 500 km par jour. Le bon plan quoi. Alors en plus de la Leaf 3 et de la Micra, il semblerait que Nissan passe la seconde là sur les VE, il serait temps, j'ai envie de dire. Enfin, il se réveille, il serait temps après tant d'années. On rappelle quand même que Nissan avait été pionnier dans les années 2010, hein, avec la Leaf là. Bah, depuis ils ont un peu perdu leur première place, hein, depuis longtemps d'ailleurs. Donc la Leaf, la Micra, on a vu les photos déjà, une photo par modèle, dommage qu'il n'y en ait pas plus. Comme le Micra, le prochain SUV sera 100% électrique, toutefois il ne devrait pas mettre à la retraite celui qu'on connaît. Il y a de fortes chances que l'actuelle version reste au catalogue en parallèle, afin de conserver une offre hybride
Le prochain Juke a été annoncé par le concept Hyperpunk. Celui-ci conserve l'allure rablée du Juke en y ajoutant une bonne dose de lignes anguleuses et de plis de carrosserie. Le teaser montrant la silhouette du prochain Juke électrique semble confirmer cette recette esthétique. La photo valide au moins le fait que ce véhicule est bien une Nissan. On dit ça car la nouvelle Micra est tout simplement une R5 recarrossée. Et ça sera pas là une R4 recarrossée du coup. Le futur Juke. Le Juke, pas de Juke du coup, électrique sera dévoilé courant 2026 pour un lancement début 2027. D'accord, bon. Bon bah déjà en 2025 ils vont lancer la Leaf 3 en fin d'année et la Micra aussi. Alors d'ailleurs je pense qu'il va falloir étaler ça parce qu'ils vont pas lancer les deux modèles en même temps, ça serait se tirer une balle dans le pied. Je pense qu'il y en a un qui sera lancé en septembre-octobre et l'autre en novembre-décembre quoi. Sinon ils vont se bouffer, enfin c'est pas le même segment non plus mais bon, ce serait idiot de lancer les deux modèles en même temps je pense. Faut étaler hein, on verra bien ce qu'ils décident. Voilà pour cette news de Nissan. Dieselgate, nouvelle news concernant cette histoire. Est-ce que Volkswagen va être condamné à rembourser des centaines de milliers de clients en France? Ce jeudi 27 mars, un tribunal a jugé recevable une action du groupe à l'encontre de Gérald Mans. Mais le chemin est encore long. Ah oui, on est presque au million en fait. 950 000. Voilà, incroyable. Auprès du tribunal de Soissons dans l'Aisne, là où siège Volkswagen France, l'association a obtenu une première victoire. L'action menée par la CLVCV du coup a été jugée recevable par la justice. Il s'agit d'une décision très importante qui va permettre d'aller sur le débat de la responsabilité des sociétés de Volkswagen. La recevabilité de l'action pourrait mener à terme vers une indemnisation de plusieurs centaines de milliers de clients, donc presque 1 million. En plus de Volkswagen, Audi, Skoda et Seat sont concernés, mais le gérant allemand ne compte pas se laisser faire. Selon l'entreprise, il s'agit d'une décision isolée et non définitive, dont la motivation est en partie contestable. Les sociétés concernées se réservent le droit de faire appel. Le chemin sera long. Comme le rappelle le Figaro, la recevabilité de l'action du groupe ne préjuge pas de la responsabilité de Volkswagen sur le fond. À ce jour, la marque a déjà déboursé près de 30 milliards d'euros dans le cadre du Dieselgate. Vous l'aurez compris, la facture pourrait encore s'alourdir, mais la marque se trouve déjà dans une situation délicate. Volkswagen va très certainement fermer plusieurs usines en Europe et licencier des milliers de travailleurs. Vous vous rendez compte, 30 milliards. S'ils avaient pas fait les cons, là, ils auraient pu investir tout ça dans les VE, quoi. Et ça serait les numéro 1 aujourd'hui, dans les VE. Voilà. Et maintenant, on s'étonne qu'ils soient en difficulté dans les VE. Que personne n'en veut parce que les voitures sont bien sans plus quoi, les prix sont pas très concurrentiels on va dire. Et voilà, donc Volkswagen attention, hein. C'est quand même un géant d'automobile, mais à mon avis, si ça continue comme ça, ils vont s'effondrer petit à petit en fait. Quel est votre avis vous? Une version RS pour le L-Rock, si ça fait 300 chevaux, RS light quoi. Hein. Alors que Peugeot annonce le retour des GTI dans sa gamme, Skoda n'a jamais délaissé son badge sportif RS. La L-Rock RS sera officiellement présentée le 3 avril, dans le cadre de la Milan Design Week. Le teaser montre déjà des éléments de style qui sont personnalisés, comme les boucliers, les jantes ou la sellerie. On ne sait encore rien sur la fiche technique de la L-Rock, mais la version normale propose déjà une déclinaison puissante, propulsion de 286 chevaux. Il y a de fortes chances que la RS soit une variante 4 roues motrices avec 2 moteurs. La puissance totale pourrait être ainsi de 340 chevaux. Comme sur d'autres véhicules du groupe utilisant la base MEB. 340 c'est le minimum. Pour une version RS, clairement, on pourrait même monter à 400 hein, quand même, allez, 400 chevaux, ou même 420 comme la MG4 X-Power par exemple, ou les Smart Brabus, pour s'aligner un peu sur eux, ça serait pas mal. 340 ça me paraît un peu timide face à eux quand même. Bon, on en reparlera quand les chiffres seront communiqués, évidemment.